Ok, ok. Et avant, on a évoqué Sky. Je sais pas si tout le monde connaît Sky, mais c'est une île qu'on retrouverait beaucoup en photo sur Instagram ou même dans des films. Où c'est vraiment quelque chose de très pittoresque et assez incroyable. Est-ce que pour toi, ça reste un incontournable? Est-ce que si tu as une semaine en Écosse, c'est faire 2, 3 jours sur Sky au moins? Est-ce qu'on peut encore faire des photos qui sont différentes des autres photos qu'on voit partout? Est-ce que tu conseilles Sky? Euh, Sky, Pas facile. non, c'est pas facile parce que Sky, écoute, pour dire à quel point j'aime Sky, on a appelé ma fille Sky. Voilà. Ouais, je sais. Donc, Sky, j'ai une relation, j'y suis à peu près 50 fois dans l'année. Ah ouais. Euh, donc, c'est un lieu que j'aime énormément. Cela dit, est-ce que c'est incontournable? Non, c'est pas incontournable. Et justement, ce qui va se passer, c'est que les gens qui vont aller sur Sky ont vu d'autres photos de Sky, que ce soit les miennes, les tiennes ou d'autres, et vont demander à voir ces mêmes paysages. Et alors, un point sur lequel on n'a pas parlé jusqu'à présent, c'est la. Je sais que toi, tu aimes bien la randonnée, tu aimes bien te promener, faire des heures de marche, etc. Et c'est se poser la question si effectivement en Écosse en général, est-ce qu'on peut prendre des photos, est-ce que ça va être difficile, etc., d'accéder à des lieux intéressants visuellement. Ouais. Et, et la réponse est non. En Écosse, vous pouvez venir en Écosse, justement, c'est ce qui est assez incroyable, c'est que vous pouvez être dans votre voiture ou même à 10 mètres de la voiture ou à une demi-heure de marche de votre voiture et vous allez avoir des paysages absolument incroyables, ce qui n'est pas forcément le cas dans les autres pays. Euh, mais sur l'île de Skye, justement, tous les points qu'on peut voir sur les réseaux sociaux et autres sont généralement des points qui sont extrêmement faciles d'accès. Et donc, C'est vrai. quelqu'un qui viendrait sur l'île de Skye va être confronté au même sujet que ce qu'il a pu voir sur les réseaux sociaux avant de venir. Et là, d'essayer de faire quelque chose de différent, ça va être relativement compliqué. Ce qui va être la façon pour s'y prendre, ça va être de jouer sur les époques de l'année, les différents moments de la journée. Et puis ça va demander un exercice vraiment périlleux de se dire non, je ne vais pas photographier ce que j'ai pu voir avant, fait par d'autres personnes. C'est déjà un exercice très délicat à faire, mais c'est encore plus délicat à faire quand on est en vacances. Pourquoi? Parce que quand on est en vacances, on est donc limité par le temps. On n'a pas forcément le choix de rester 4-5 heures au même endroit. On n'a pas forcément le choix de la journée, à quel moment de la semaine on va être à tel endroit ou à tel endroit. Et donc, du coup, ça limite énormément les choses. Donc, se dire, non, je ne vais pas faire cette photo parce qu'elle a déjà été faite par des millions et des millions d'autres personnes, généralement, les gens tombent dans le panneau et puis vont faire quand même la photo et je leur en veux pas. Bon, Euh, l'affaire, c'est pas forcément le problème, c'est se limiter à faire que cette photo. Pourquoi pas la voilà, faire, je dirais. exactement. Exactement. Et donc, du coup, l'île de Skye, c'est pas. euh, Moi, j'avoue, quand je vais sur l'île de Skye, j'ai la chance de ne pas le faire l'été. Et donc, du coup, j'ai pas tous les touristes. J'ai pas Ouais, tous les question de touristes. moment, hein. Et même si l'île de Skye est devenue de plus en plus, elle est victime de sa propre Succès. beauté, ouais, de son propre succès. La même chose un peu que l'Islande. Depuis Ouais. Game of Thrones, on n'arrête pas de nous bassiner avec l'Islande. Et moi-même, je n'y suis pas allé en Islande. J'ai toujours rêvé d'y aller, et je me refuse à y aller pour l'instant. Je me refuse à y aller pour l'instant. Ça ne m'intéresse pas d'y aller tant que ça reste encore trop touristique, etc. J'attendrai mon tour. Et, et justement, depuis 2 ans, là où j'amène en fin de compte mes stagiaires, eh bien, on passe sur l'île de Skye, certes, mais on a tendance à aller au-delà. Et donc, on va aller sur Mhm. les autres îles. On va aller sur l'île sur l'île Louis, l'île de Harris, et qui sont encore extrêmement sauvages à un point où c'est des îles où quand on revient, parce on prend le ferry, on peut y aller de différentes façons, mais si on prend le ferry qui part de l'île de Skye ou qui arrive à l'île de Skye, eh bien, Mhm. quand on a passé 2 jours ou 3 jours sur Harris et Louis et qu'on arrive à l'île de Skye, d'un seul coup, on arrive à la civilisation. C'est beaucoup dire. Pour ceux qui ont été sur l'île de Skye, pourront être choqués par mes propos, mais oui, on arrive à la civilisation.
Donc c'est dire à quel point les autres îles, je vais les privilégier à ce niveau-là, quoi. Et Ok. puis je t'avouerai qu'en général, j'ai tendance à privilégier les endroits qui sont pas remplis de touristes. Voilà. C'est vrai que j'ai des souvenirs, spécialement pas partout sur Sky, mais surtout à comment ça s'appelle, les Kering, non, Oui, c'est ça. Ouais. ouais, Kering. C'est vraiment cet endroit-là. Je crois que j'ai jamais vu autant de photographes à un même endroit en Écosse que ce spot, vraiment, Ouais, mais et des touristes, des touristes, des touristes, des touristes. l'avantage aussi, c'est que par exemple, à chaque fois que j'ai fait les photos là-bas, et j'en ai fait énormément, il n'y a jamais personne. Il n'y a jamais personne parce que je m'y pointe à 2h30 du matin Ok, ouais. pour un lever de soleil, ou bien je vais m'y pointer quand la météo est pas terrible d'un point de vue touriste. Donc c'est aussi ça c'est aussi ça l'avantage, quoi. C'est aussi ça l'avantage. Ok. Et par rapport à Sky, ce qui est intéressant à dire, je pense, et d'ailleurs on va le voir après sur une de tes photos, mais c'est que il me semble, c'est que la route pour y aller est surtout très intéressante aussi. Passer par Glencoe, Ellandonan, le château. Il y a vraiment de quoi faire aussi en allant à Sky. Ne vous limitez pas à Sky si vous y allez. Il y a vraiment, le trajet est vraiment très intéressant. Ah, tout à fait. Bah, moi, par exemple, quand j'étais obligé de mettre une restriction justement par rapport à mes stages pour aller sur l'île de Skye, parce que comme tu disais, hein, tout le monde va aller sur Skye. Moi, je sais que pour mes stages, je ne le fais pas à moins d'avoir un stage qui fasse 4 ou 5 jours. Et pour aller sur l'île de Skye, je compte une journée entière. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'une journée, il faut 5 heures pour faire Édimbourg et Skye. Mais moi, je compte une journée entière parce que tout le voyage jusqu'à Skye est absolument fantastique. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'on n'est pas obligé de reprendre la même route pour le retour. Donc, ce qui fait que même au retour, on aura on aura d'autres paysages, on aura d'autres choses à photographier qui sont absolument extraordinaires. Donc, oui, sur l'île de Skye, je dirais généralement, on a tendance à passer 2 jours sur l'île de Skye et un jour pour y aller, un jour pour revenir. Voilà comment quand j'organise un stage de 4 jours vers Sky. Ok, ouais. Puis quand tu es en stage, du coup, par rapport à ce qu'on disait avant, tu privilégies des spots qui sont pas très loin de l'arrêt de la voiture ou vous faites de la marche, comment ça se Alors, passe un peu? euh, moi, les stages que j'organise en Écosse sont des stages privés. C'est-à-dire par là que c'est pas des stages de groupe. Ça peut être en groupe, mais ça veut dire j'ai une règle qui est très simple que le groupe déjà c'est pas plus de 5 et si on a un groupe, il faut que toutes les personnes de ce groupe-là se connaissent avant de venir en Écosse. Alors, c'est pas simplement se connaître en parlant sur Skype, etc. Non, non, qui se connaissent, soit des copains déjà, soit des membres d'un même club photo, soit des membres de la même famille, etc. Et, et sinon, dans tous les autres cas, c'est du 1-1 ou du 2-1, enfin voilà. C'est ce que j'appelle les stages en privé. Et donc, mes stages sont faits entièrement sur mesure par rapport aux stagiaires. Donc, si le stagiaire me dit a l'habitude d'aller marcher dans les Alpes, etc., et a envie de se faire des sommets, eh bien, on ira faire des sommets. Mais dans la majorité des cas, ils viennent là pour faire de la photo. Et donc, on ne peut pas se permettre de marcher 5 heures pour arriver à un point particulier pour faire la photo. C'est pas possible. D'un point de vue logistique, ça nous forcerait à avoir des stages qui dureraient plus de 10 jours. Bon, généralement, mes stages durent au maximum 10 jours. Hein, je ne vais pas au-delà. Parce qu'au bout de 10 jours, Mhm. quand on est 24 heures sur 24 avec la même personne, au bout d'un moment, ça commence à taper sur le système. Sur le système. Donc non. Mais donc c'est vrai qu'on a tendance à passer, allez, on va dire 45 minutes. La plupart du temps, en moyenne, ça va être 45 minutes depuis l'endroit où on s'est garé pour arriver à un endroit pour photographier. Et après, une fois qu'on est sur cet endroit-là, eh bien, on peut effectivement évoluer pardon, autour de ce lieu-là. Mais non, on part pas forcément toujours faire des grandes expéditions, malgré ce qu'on pourrait croire en voyant mes vidéos. C'est l'avantage de Sky, justement. L'avantage de Sky, pas de Sky, de l'Écosse en général, c'est que Mhm. tout est à portée de main. Après, en ce qui concerne les spots, justement, qu'on va photographier, contrairement aux autres services que l'on peut trouver de tours, il y a plein de tours de touristes, etc., qui opèrent en Écosse. Contrairement à ces tours-là, moi, j'ai tendance à pas courir après des points très particuliers ou des points très touristiques. C'est-à-dire, et depuis quelques années déjà,
ayant parcouru tout le territoire écossais, ce que j'ai tendance à faire, c'est à partir, on choisit des régions, on choisit des itinéraires, et on traverse des régions, et en fin de compte, on part à la découverte. C'est-à-dire que je peux avoir effectivement 1 ou 2 points dans la journée que je vais considérer essentiels. Et tous les autres endroits où on va s'arrêter, c'est vraiment en fonction de la météo, d'un feeling. À un moment donné, on va décider, tiens, on va tourner à gauche, on va prendre ce chemin-là ou cette route-là, on va voir où est-ce que ça mène. C'est-à-dire que je connais déjà le potentiel de la région, le potentiel du lieu, le potentiel de la vallée, par exemple, mais on va pas se focaliser à un point particulier. Et la raison, elle est très simple. C'est que mon but, moi, dans mes stages, elle n'est pas, en fin de compte, de transformer les gens pour qu'ils fassent du Tom Migo. Mon but, c'est que les gens apprennent une méthode, déjà, pour faire de la photo, l'assimilent, la mettent en pratique et développent leur propre style dans un univers qui est extraordinaire, qui est l'Écosse. Et donc, si je les amenais forcément à des endroits que j'ai photographiés, ça m'arrive, mais c'est pas la majorité des points, eh bien, en fin de compte, ils ne feraient que reproduire ce que j'ai déjà photographié. Et ce qui n'a absolument aucun intérêt. Et une fois que eux rentrent chez eux, ou qu'ils décident de partir ailleurs, visiter un autre pays ou quoi que ce soit, ils ne pourraient pas mettre en pratique ce qu'ils ont appris pendant le stage. Parce que ce qu'ils ont appris pendant le stage est trop lié à un lieu particulier. Et donc, on découvre des endroits ensemble. Donc, ils me voient découvrir le lieu. Et on a chacun notre appareil. Et puis, on marche tout autour de ce lieu-là. On essaie de trouver des angles intéressants. Et tous les deux, quel que soit le nombre de stagiaires, on va essayer de créer quelque chose dans cet environnement-là. Et justement, après, on va comparer ce qu'on en a pu, notre interprétation du lieu, etc. Donc voilà comment, en fin de compte, mes stages sont organisés. Ils ne s'organisent pas sur, on va faire le Ellendon Castle, ensuite on va faire le château de Stirling, ensuite on va faire William Wallace, la tour de William Wallace, ou Loch Lomond, etc. Faire des points très précis. C'est plus d'un point A à un point B et comment on évolue entre ce point A et ce point B. Voilà. Même Je pense que c'est très intéressant comme façon de voir le stage. C'est pas chercher à donner une photo, un résultat à quelqu'un qui vient, mais comment arriver à ce résultat. Et je pense que c'est tout là l'intérêt. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je dis toujours, le stage ne garantit pas, n'allez pas dire à votre famille, à vos amis quand vous partez, que vous allez rentrer, que vous allez avoir énormément de superbes photos. Parce que, et ceux qui me suivent le savent, je suis quelqu'un qui va passer plusieurs heures pour un seul et même cliché, par exemple. Mais vraiment se poser les bonnes questions de composition, etc. Donc, ou attendre le bon moment. Et ça, je trouve ça beaucoup plus avoir plus de valeur que d'avoir une multitude de clichés. Et je sais bien qu'on pourrait se dire, ouais, mais je viens jusqu'en Écosse pour faire ça. Oui, je viens passer autant de temps, etc. J'ai envie de capturer. Il me faut. Et je pense pas que la valeur du stage se mesure en nombre de photos de qualité qu'on va avoir au final. Parce que on peut pas maîtriser la météo en fin de compte. Donc du coup, non, ce qu'il faut retenir, c'est la capacité après le stage de pouvoir être tout seul et de pouvoir s'exprimer dans sa passion qu'est la photographie, quel que soit le lieu dans lequel on se trouve. Et justement, on a débuté ce podcast en parlant de l'importance de la lumière à mes yeux. Et justement, l'avantage de l'Écosse par rapport à ça, c'est que comme on a une lumière constamment changeante, contrairement aux autres pays, eh bien, on a une variété, en fin de compte, de situations dans lesquelles on se trouve. Et c'est ça qui nous permet, en fin de compte, de nous entraîner et de voir les choses différemment, de se dire, tiens, qu'est-ce que ça aurait donné si cet endroit-là avait été dans l'ombre? Eh bien, mon gars, t'attends 45 minutes et tu vas te retrouver et tu vas voir que l'endroit va être dans l'ombre. Et donc, ça, on peut pas forcément l'avoir ailleurs qu'en Écosse. Voilà. Ouais, d'accord, ouais, c'est intéressant. Si on parle un peu plus photo, enfin, si on parle vraiment de la photo en elle-même maintenant, euh, quelles sont pour toi les difficultés de faire de la photo en Écosse? Je pense qu'on en a déjà un petit peu parlé, la météo, le vent. Et le matériel, est-ce que tu as un matériel pour toi qui est essentiel, des focales que tu conseilles surtout pour l'Écosse, ou des filtres, ou juste, qu'est-ce que tu conseillerais un peu? Alors, c'est marrant que tu parles de filtre en dernier, mais je vais mettre ça en dernier pour pas pour effrayer personne. En ce qui concerne ce que je dis toujours, c'est quand vous venez en Écosse, venez comme si vous alliez au sport d'hiver.
Alors, je ne veux pas effrayer qui que ce soit, mais venez comme si vous veniez au sport d'hiver. Et puis après, vous adaptez par rapport à la saison. Ce que je veux dire par là, c'est que les accessoires qui vont être absolument obligatoires, à mes yeux, quelle que soit la saison, le bonnet, les gants, les écharpes, des vêtements qui résistent à la pluie et au vent, et surtout des chaussures qui vont être très confortables, qui résistent à l'eau, et des semelles assez épaisses. Alors, il y a différents types de chaussures de marche, hein, et toi qui aimes bien la randonnée, tu sais de quoi je parle. Vous allez pouvoir trouver des chaussures qui vont avoir tendance à avoir des semelles souples. Évitez les semelles souples, c'est-à-dire style, je pense, j'ai une paire comme ça, éviter les chaussures style, c'est quoi la marque qui commence par un S et qui est française, qui fait les skis. Salomon, voilà. Salomon. Ouais. Évitez les Salomon parce que j'en ai, parce que les chaussures de marche Salomon ont tendance à être plus comme des tennis baskets de marche. Et le problème avec ça, c'est qu'en fait, c'est des semelles qui sont relativement souples et vous avez envie d'avoir des semelles relativement rigides. Des semelles avec des crampons qui vont s'apparenter à celles que vous avez des bottes, sous vos bottes. Parce que vous avez un sol qui est extrêmement humide, très très humide, dans lequel vous allez pouvoir tendance à vous enfoncer. Et vous allez voir que très rapidement, ça devient très très difficile de marcher. Pour la randonnée, en général, il y a un accessoire que je recommande à tous qui est les bâtons de marche. Mais en Écosse, c'est pas quelque chose que je recommande parce que ça devient extrêmement difficile de les utiliser. Extrêmement difficile parce qu'ils vont avoir tendance à se planter et vous allez perdre beaucoup plus d'énergie à retirer les bâtons du sol que l'énergie qui vous sauve en vous aidant à vous propulser et en gardant le rythme. Donc c'est vrai que j'ai tendance à ne plus utiliser les bâtons depuis quelques années. Je les ai jamais autant utilisés qu'en Écosse, je crois. C'est marrant. On n'a pas parcouru les mêmes lieux. Ça dépend aussi si c'est des sentiers qui sont plus avec de la pierre, ça va fonctionner. Mais si on part dans des sentiers qui vont être un peu plus sauvages, là, ça devient extrêmement galère. Parce que quand je dis sauvage, ça veut dire à travers la bruyère, etc. Ils vont avoir tendance à s'enfoncer. Ça va être très, très difficile. Et on pourrait se dire, on va utiliser la collerette. Mais la collerette, le problème de la collerette, c'est certes, ça va t'empêcher de t'enfoncer, mais la collerette ne fonctionnera pas dans la bruyère. Ça va être atroce. Donc c'est vraiment très délicat. Donc une bonne paire de chaussures et puis un pantalon qui résiste à l'eau, sur lequel vous pouvez, pour faire la photo, vous pouvez vous asseoir par terre. Vous n'allez pas avoir le derrière mouillé. Ça, c'est absolument important. C'est crucial. Voilà. Et puis au niveau des difficultés, mais plus liées à l'utilisation de son appareil photo, est-ce que au niveau, par exemple, je pense aux trépieds, est-ce que tu as des gens qui arrivent avec des trépieds qui sont pas forcément faits pour l'Écosse, un peu trop fins ou ouais. Je pense surtout au trépied en fait. Je pense surtout pour l'Écosse, à mon avis, un bon trépied est surtout important. Tout à fait. Alors bon, ceux qui me connaissent savent que pour moi, je considère que la photo, on peut pas faire de la photo de paysage sans trépied. Donc voilà, ça c'est dit. Boum. Après, c'est vrai que j'ai beaucoup de gens qui viennent avec des trépieds, des fois des trépieds dits de voyage, parce que ils prennent l'avion, etc. Et donc ils sont limités. Moi, dans mes stages, c'est vrai que bon, ça m'arrive d'en prêter un trépied, mais le problème des trépieds, il y a différents problèmes. Si le trépied est trop léger, le vent, ça va être une véritable galère. Et il faut même pas. Et après, on pourrait dire oui, mais je peux très bien accrocher un sac, etc. Oui, faut-il encore savoir bien l'accrocher correctement, c'est-à-dire avec le sac qui touche le parterre. Si vous l'avez simplement qui pense, vous avez créé une voile et votre trépied il va bouger, donc ça va pas vous aider. Ensuite, ce qui aide énormément, c'est si vous avez la possibilité d'avoir des trépieds qui ont des pics. Moi, j'ai des pics à mes trépieds qui font à peu près, maintenant ils font 11 cm. Donc c'est une aiguille de 11 cm en fin de compte au bout. Mais même si vous n'avez pas ça, au moins quelque chose de relativement pointu.
S'ils ont que en caoutchouc, c'est pas forcément l'idéal. Attention, je parle de l'idéal ici, ça veut pas dire que ne vous dites pas je peux pas y aller avec mon trépied parce que mon trépied il pèse pas 3 kilos et puis il est en caoutchouc au bout. Si, vous pourrez le faire, mais seulement préparez-vous, imaginez-vous que vous êtes dans un environnement qui est mouillé, le sol qui est mouillé, vous allez avoir envie d'enfoncer chacun des pieds de votre trépied dans la terre pour qu'il puisse bien bouger. Et si vous êtes dans la bruyère, vous allez voir à quel point c'est extrêmement délicat de faire tenir un trépied dans la bruyère. D'où la raison pour laquelle j'ai investi moi dans des pics là, il y a pas longtemps en fait. Hein. J'ai toujours eu des pics, j'avais des pics de 3-4 cm. Et là au mois de septembre, j'ai investi dans des pics de 11 cm. Et là c'est un régal par rapport à ça. Mais je préfère un trépied qui soit relativement léger et qu'on utilise son sac, qu'on accroche ou bien un cordon avec une sardine qu'on plante dans le sol, plutôt que de ne pas prendre un trépied. Voilà. Ok, ouais, moi, je suis de la même école. Pour moi, le trépied, la photo sans trépied, c'est pas possible. Après, Enfin, puisque tu attends, parles puisque tu parles des accessoires ouais. propres à la photo, je dirais s'il y avait en ce qui concerne les focales, les gens ont tendance à penser, alors je vais pas rentrer dans le débat grand angle pour faire du paysage parce que c'est une absurdité, c'est une fausse idée que de vouloir faire du paysage avec du grand angle. Vous allez privilégier plus souvent des focales qui vont se retrouver entre 24 et 200. Voilà les pages focales. Tu parles sur full frame le 24. Voilà, moi je parle, oui, effectivement, je parle en valeur full frame. Et puis ensuite, en ce qui concerne les filtres, alors moi c'est vrai que je suis un utilisateur de filtres, puisque toutes les photos que je fais, en fin de compte, sont à 98% des cas, elles sont faites déjà dans l'appareil. Je passe que 5 minutes en gros en post-prod, mais parce que j'utilise des filtres. Et donc j'étude une plage de filtres. J'ai énormément de filtres, puisqu'au total, je dois en avoir presque 17 ou 18. Mais, ce qui n'est pas le cas de Monsieur Tout-le-Monde. Mais s'il y avait un filtre à privilégier en Écosse, s'il n'y en avait qu'un seul à prendre, ça serait votre filtre polarisant. Il n'y a qu'un seul filtre que vous ne pourrez jamais reproduire en post-production, c'est le filtre polarisant. Et la raison pour laquelle vous en avez besoin du filtre polarisant, elle est toute simple. C'est que c'est le seul filtre qui va vous empêcher le reflet de la lumière sur les feuilles, sur l'herbe, dans les ruisseaux. Et qu'est-ce que vous trouvez en Écosse? Vous trouvez un territoire qui est humide, comme très peu de territoires sur Terre. Nous, on ne manque pas d'eau, si bien que l'eau en Écosse, on n'a pas de compteur d'eau en Écosse. Les gens n'ont pas de compteur d'eau. On paye l'eau, hein, mais on paye au quota de la taille de la maison, mais pas par rapport à la consommation elle-même. Ce qui peut déjà vous faire comprendre à quel point on ne manque pas d'eau. Donc, on a de l'eau partout. Et donc, faire de la photo sans filtre, vous allez être confronté à le reflet que vous allez avoir sur l'herbe, sur les feuillages, sur les rivières, sur les rochers, et aussi toute l'air humide, c'est-à-dire toutes ces gouttelettes d'eau que vous avez en suspension. Et donc, si vous n'avez pas un filtre polarisant, vous n'allez pas voir à travers ça. Et vous allez avoir énormément de gâchis. Vos photos vont avoir tendance à être grisâtres. Vous allez avoir un voile, Et alors là, si vous vous amusez à essayer de traiter ce voile avec n'importe quel outil anti-voile, que ce soit Lightroom, Photoshop et autres, ça va être atroce dans tous les résultats. Donc, s'il y avait un filtre que je préconise, c'est celui-ci. Et ensuite, voir filtre gradué. Et un filtre gradué, je pense déjà, on va dire, de 2 arrêts moyens, ça vous aidera énormément. Rien qu'avec ces 2 filtres-là, vous allez vous en sortir beaucoup. Ok. Ouais, je vais rebondir sur la focale parce que c'est assez marrant parce que la période écossaise, pour moi, c'est la période où j'ai eu mon 11-16 mm enfin, sur PSC, donc le 16-30, plus ou moins 16-35. Et je me rends compte que l'ultra grand angle, à ce moment-là, je l'ai beaucoup trop utilisé parce que je venais de l'avoir. Et que de nombreuses photos, j'aurais bien voulu avoir zoomé un peu plus. Maintenant, a posteriori, faire de la photo à l'ultra grand angle, ça peut faire de super photos, mais ne faire que des photos à l'ultra grand angle, au final, vous verrez qu'avec le temps, vous serez un peu déçu de certains rendus. Surtout avec des montagnes aussi imposantes qu'on peut avoir en Écosse. Ah, tout à fait. Ok.
Et ben voilà, je pense qu'on peut passer. Je t'ai demandé 3 photos, de me passer 3 photos pour me parler un peu de 3 anecdotes, de 3 moments par rapport à des photos, si on peut passer à ça. Ouais, ouais, tout à fait. Alors, c'est vrai que bon, les 3 photos que j'ai choisies, c'est pas forcément, photos, forcément anecdotes, hein, mais c'est plus des photos que j'ai trouvées qui représentaient l'Écosse. Ok. J'aurais pu en choisir beaucoup plus, hein, mais ça, je laisse les écouteurs aller, les auditeurs aller voir mes sites. Mais si on prend par exemple celle avec la route, hein, qui Mhm. va vers les Black Cullings. Les Black Cullings, ce sont la chaîne de montagne que l'on trouve, une des chaînes de montagne qu'on trouve au sud de l'île de Skye. Et cette photo, la raison pour laquelle je l'ai sélectionnée, c'est parce que, en fin de compte, elle nous montre, je pense elle nous fait comprendre à quoi ressemble l'île de Skye et à quoi ressemble l'Écosse en général. C'est-à-dire qu'on peut très bien se retrouver à avoir des sols. Là, il n'y a pas d'arbres, hein, dans la vue en question. C'est du désert humide jusqu'à l'horizon. Et là, on se retrouve à avoir ces différentes chaînes de montagnes. Alors, il y a deux, en toute honnêteté, il y a plus que les Black Cullings, là, puisqu'il y a aussi les Red Cullings. Euh, Mhm. il y a les deux. Euh, mais voilà, je trouvais ça intéressant comme pour donner l'idée de à quoi ressemblait l'île de Skye. Cette vue, personne d'autre l'a faite, hein, déjà. Et la raison pour laquelle je l'ai faite, je revenais d'un séjour que j'avais fait sur l'île de Harris et Lewis. Et j'avais mon drone dans la voiture. Et je me trouvais sur cette route qui part de Portree, qui est la ville principale. Et je repartais vers le sud Ouais. pour rentrer sur Édimbourg. Et, et je me retrouve à cet endroit-là. Or, c'est un endroit que j'ai été à plusieurs reprises, mais jamais à cette heure-là de la journée. Et donc, je n'ai jamais vu la lumière comme ça sur ces chaînes-là. Je l'avais jamais vu. Et donc, j'ai décidé de sortir le, le drone. Et du coup, j'ai pris cette photo avec le drone. Et c'est une photo que j'aime énormément. Elle est très sympa. Bah, d'ailleurs, je suis un peu déçu de moi parce que à la base, je pensais que c'était la route qui me menait sur les Glencoe, tu vois. Mais Non, c'est non. vrai qu'à voir les montagnes maintenant, c'est un peu différent. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Non, non, Mais c'est vrai que quand je pense route ligne droite qui amène sur les montagnes, je pense toujours à cette route. qui est assez Mais extraordinaire ouais, d'ailleurs. Celle dont tu parles, elle est extraordinaire. Et il faut faire très attention d'ailleurs. Petit conseil ici, faites très attention quand vous la prenez de nuit, quel que soit le sens. Généralement, c'est dans le sens du retour, mais faites très attention parce que n'appuyez pas sur le champignon en vous disant là c'est toute droite. il y a des cerfs. Il y a énormément de cerfs. Ils sont sur les Ouais. bas côtés de la route et c'est la meilleure façon de vous foutre en l'air. Voilà. Et quand je dis il y a certains, Je- j'irais même, il y a presque, vous allez trouver sur les, on va dire quoi, ça représente à peu près 10 kilomètres. Sur les 10 kilomètres, vous allez pouvoir rencontrer une cinquantaine de cerfs de nuit. Entre une cinquantaine et une centaine. Vraiment sur le bas j'ai- côté. C'est vrai que je l'ai pris une fois de nuit et je me souviens m'être fait peur à voir une silhouette de cerf juste à côté de la route. Heureusement, pas sur la route, mais Donc, c'est vrai que cette région a beaucoup de cerfs et c'est marrant parce que la première fois qu'on les a vus, ils étaient à l'intérieur d'un enclos dans la route, pas à Glencoe, mais si tu prends ouais, la route qui part sur la gauche quand tu vas en direction de Skye, ah, Glenettive, ouais. ouais. Glenettive, ouais. Un de mes endroits préférés d'ailleurs. Mhm. Et ben, en partant dans cette direction, on voyait beaucoup de cerfs, mais qui étaient dans un enclos, et on se disait, ben, pour qu'ils soient aussi proches, aussi visibles en pleine journée, ils sont captifs, c'est une ferme. Et en Non, fait, pas du tout. Ils sont sautés la barrière assez facilement et ils sont passés de l'autre côté, mais sont vraiment très faciles à voir. Si vous aimez les cerfs, le brame du cerf et que les Alpes, c'est un peu compliqué, euh, allez en Écosse. ouais. Alors, c'est marrant que tu dis ça parce que bon, ça m'arrive d'avoir des chasseurs hein, qui viennent, personne n'est parfait, qui viennent faire des stages avec moi. Et c'est vrai, bon, ils me parlent de la chasse, etc. Et un des plaisirs que j'ai, c'est de les amener voir le cerf. Hein. Et alors, l'endroit dont tu parles, effectivement, ce qu'il y a, c'est que l'endroit dont tu parles, en fin de compte, ce qu'il y a, c'est c'est un territoire où, effectivement, ils font la chasse.
de Mhm. cerfs dans un enclos. C'est comme une chasse gardée en fin de compte. Mais du coup, tous les Ok. cerfs sauvages qui gravitent autour viennent et vivent autour. Et ils sont attirés comme ça par les uns les autres. Et donc, quand on y va, ben moi, mon plaisir, c'est d'y aller. Et à 2 mètres de la voiture, il y a les cerfs. Et je parle pas en roulant et puis on voit les cerfs. Non, non, on s'arrête, on sort de la voiture. Et là, c'est de mettre le stagiaire qui est chasseur chez lui à 1,50 m de la tête du cerf. Et de le voir dans l'œil. Voilà mon petit plaisir que j'ai très souvent dans mes stages au mois de mai. Donc c'est un lieu assez incroyable pour ça, voilà. Mais non, c'est une région très, très intéressante. Ok, maintenant si on passe à ta deuxième photo, donc qui est une photo dont on parlait avant. Alors, des queering. Donc ça, c'est effectivement sur l'île de Skye également, mais je l'ai pas choisi parce que c'était sur l'île de Skye, je l'ai choisi pour montrer justement l'effet de la lumière dont je parlais. Ça, c'est un Mhm. lever de soleil comme j'en ai vu ouais, facilement des centaines, hein, en fin de compte, à cet endroit-là. On a parce que à cause du territoire, à cause du relief qui est sur plateau, en fin de compte, on se retrouve à avoir très souvent des grosses masses nuageuses et au lever du soleil qui vont nous limiter en fin de compte la luminosité. Et on a juste le soleil qui pointe sur cette partie très intéressante de l'île de Skye. Voilà. Donc c'est pour ça que je l'avais choisi. Ouais, ce que je trouve très intéressant cette photo, c'est la dualité entre la lumière bleue et la lumière un peu plus chaude. Vraiment une très belle photo. Merci. Et alors l'autre, Et donc la dernière photo, ouais. écoute, je l'ai mise justement parce que je voulais montrer ce qu'il y avait au sud de l'Écosse. Ok, ouais. Donc, la météo elle-même, là, elle a rien d'exceptionnel en soi. Ça a été pris en hiver. La petite anecdote, si quand même, parce qu'il y a une anecdote sur celle-ci. L'anecdote de celle-ci, c'est que j'organisais un mariage pour une mariée russe et le marié était de Panama. Et ils avaient décidé de se marier dans les Scottish Borders. Les Scottish Borders, c'est la première région quand on arrive dans le sud de l'Écosse, au sud Mhm. d'Édimbourg. Et ils avaient décidé de se marier dans un hôtel à côté d'une comment ça s'appelle d'une ruine d'une chapelle. Enfin, c'est pas une chapelle, c'était carrément tout un lieu religieux. Et donc, du coup, j'y suis allé une semaine et demie avant le mariage, comme je fais à chaque fois pour tous les mariages que j'organise, pour faire du repérage, etc. Et je tombe sur cette vue. Et cette vue est relativement connue. Elle est relativement connue, mais d'ailleurs qui est plus vraiment faisable, parce que les arbres ont grandi depuis. Euh, Mhm. et, et je me suis dit, tiens, il y a quelque chose vraiment d'intéressant. Alors, je connaissais pas du tout cette région, je connaissais vraiment pas, enfin, pas du tout. Je l'avais traversé un peu plus loin, mais pas à cet endroit-là, je connaissais pas du tout le lieu. Et du coup, ben, j'y suis allé à 5 heures du matin, en mois de décembre. Ça va être aux alentours du 4, je pense, le 3 ou le 4 décembre. Et il faisait extrêmement froid, vraiment extrêmement froid. Il y avait du vent, il y avait ce givre. Euh, et j'y suis resté de 4 heures, ouais, de 4h30 du matin à 10 heures. Voilà. Et en regardant le spectacle, petit à petit, cette lumière qui évoluait, malgré un ciel complètement bleu, puisque c'était un ciel vraiment d'une journée gelée, Mhm. mais que je trouvais très intéressant. Donc j'ai deux versions sur mon site. J'ai deux versions de enfin, pas deux versions de cette photo, c'est deux photos différentes, prises à différents moments, mais avec deux angles différents, en fin de compte, de ce lieu-là. Ok, ouais, Et, j'ai regardé. et ça donne une idée de ce que l'on peut trouver justement dans les Scottish Borders, qui à mes yeux le comté le plus sous-estimé de l'Écosse, hein, et un comté que j'ai vraiment commencé à apprécier en 2014, donc c'est-à-dire 7 ans après mon installation en Écosse, et pourtant j'y passe maintenant le plus clair de mon temps. Et Ok, l'ironie de l'histoire, c'est quand même c'est un lieu qui se trouve à 1 heure de route de chez moi, alors que les Highlands sont beaucoup plus loin. Mais comme tout le monde, j'avais tendance à aller dans les Highlands beaucoup plus souvent. Et après, on commence à apprécier la subtilité justement de ces collines et de ces vallons et de ces rivières à saumon dans le sud. Voilà.
Ok, ouais, bah, c'est vrai que ça donne une autre perspective sur le sud. Ça donne envie quand on voit comme ça. Il y a l'air d'avoir pas mal de possibilités. Tout à fait. Non, c'est extrêmement riche. C'est pour ça qu'il ne faut pas penser à l'Écosse que par, que par les Highlands. Et heureusement d'ailleurs. Bon, bah voilà, je pense qu'on arrive gentiment au bout de ce podcast, à moins que tu aies d'autres choses à rajouter. Non, 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 non. Vous avez tous mes détails normalement, donc je vous invite à venir voir ce que je produis. Et puis si vous aimez la photo, allez faire un tour aussi sur le site de la Photo Avenue, voilà, qui est ma plateforme Ouais. d'apprentissage de la photo, avec différents services. C'est toute une communauté. Voilà. Ça, et si vous cherchez maintenant quelqu'un pour faire imprimer vos photos, bah, sachez que Tom a tout juste commencé à proposer ce service dans ce sens-là. Alors, Ouais, non à pas mon avis, imprimer, voilà. Je sais pas, je commence pas tout juste à imprimer, mais t'as raison. non, à proposer. Je commence à, voilà, on me l'a demandé depuis pas mal de temps, en me disant, t'es toujours en train de parler de l'impression, etc. Pourquoi tu fais pas, pourquoi tu offres pas ce service-là? Et donc du coup, la semaine dernière, c'est tout récent, j'ai ouvert les portes de ma nouvelle galerie, tomigophoto.com, tommigofineart.com, pardon. Et dessus, il y a effectivement un service d'impression sur mesure que je mets à votre disposition. Et l'idée, c'est en fin de compte de vous permettre d'imprimer vos photos à la meilleure qualité possible, qui est le fine art, comme si vous aviez le matériel pour le faire et l'expertise pour le faire. Voilà. Donc vous avez pas les restrictions que vous pouvez avoir ailleurs avec le format très précis, des standards, etc. Non, non, là vous choisissez la taille que vous voulez, vous pouvez faire le matage, le montage de vos photos. Vous avez plein d'informations là-dessus sur le site tommigofineart.com. Voilà. Ouais, j'ai gentiment joué un petit moment sur les options et il y a pas mal de choix. Je pense que et puis ça reste à un prix tout à fait correct par rapport à ce que je connais au niveau des prix. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Mais merci. Bon ben merci beaucoup Tom pour ce moment, ce finalement assez long moment passé ensemble. Ça fait du bien en ce moment de parler à des gens. Tout à fait, tout à fait. Non, non, c'était très agréable. Je te remercie de l'opportunité. C'est toujours très intéressant de parler de soi-même, c'est déjà une chose, mais aussi de parler de ce qu'on aime. Et l'Écosse est vraiment très, très proche de moi. Donc voilà. Ouais, ça m'a remémoré de bons moments. Maintenant j'ai presque envie de prendre un avion pour aller en Écosse, mais ça va être un peu difficile.